l'avenir, celui de libérer la province. Il y a tellement de choses à refaire. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça veut dire la nationalisation de l'électricité. Deux extraits très importants qui, rappelons-le, étaient au début des années 60, Jean Lesage, René Lévesque, une époque absolument bouillonnante qu'on a appelée finalement la Révolution tranquille. Sans doute une période très importante pour mon invité. On va se demander où on en est aujourd'hui depuis la Révolution tranquille. Vision du Québec, c'est le tout dernier ouvrage de mon invité, Gérard Bouchard, historien, sociologue, qui observe et commente le Québec depuis une cinquantaine d'années, au moins. et parfois, aux premières loges, on se rappellera de sa coprésidence à la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, qui lui a permis de défendre un concept, l'interculturalisme. On peut aussi le lire dans les pages du Devoir. D'ailleurs, cet ouvrage est un recueil, rassemble les principaux textes des 4 ou 5 dernières années dans cet ouvrage. Bonsoir, bienvenue, Gérard Bouchard. Bonsoir, Mme Duchesne. Alors, vous avez, vous, une vision du Québec, c'est certain, depuis 50 ans. Mais votre site, il y a une vision avec un S. Le S, c'est pour qui, c'est pourquoi? C'est parce que ma vision, quand même, est assez étendue. Oui. Il y a une certaine flexibilité. J'ai préféré la mettre au pluriel. C'est un choix de l'auteur. Oui. Un choix. On aurait pu prendre d'autres extraits, mais j'ai voulu délibérément retenir ces deux extraits parce que la Révolution tranquille, pour vous, vous pouvez nous redire ce que cette époque-là représentait pour vous, mais je crois comprendre que c'était fondateur et le Québec se voyait comme un nouveau monde à cette époque-là. Oui, c'est exact. C'était d'ailleurs une période de renouvellement extraordinaire à tous les points de vue, y compris du point de vue, et c'est un point de vue qui m'intéresse beaucoup, du point de vue des valeurs collectives, oui. du point de vue des rêves collectifs. Oui. Il y avait un renouvellement complet. Et aussi dans les réalisations, hein, c'était pas seulement une période de rêve. Il y a eu beaucoup de réalisations, les politiques sociales, la démocratisation, etc. On vit encore là-dessus, d'une certaine façon. On vit sur cet élan-là? Ben, en tout cas, on vit encore sur une bonne partie de cet héritage-là. Oui. La démocratisation de l'éducation, les politiques sociales, tout le monde en profite encore aujourd'hui. Oui. En même temps, quand on pense à cette époque-là, vous la décrivez comme une période d'audace et d'effervescence. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, avec le Québec d'aujourd'hui, on vit avec audace et effervescence? Non. Est-ce que vous vous doutez de ma réponse? Non, mais il faut vous la partager avec les... Il faut donner le goût aux gens d'aller vous relire ou lire dans votre livre, là. Oui, en gros, ce que je crois, c'est que le Québec est une société qui a toujours rêvé, probablement parce que c'est une petite société qui est pénétrée du sentiment de sa fragilité, donc peut-être une sorte de compensation là-dedans. Mais voyez, par exemple, le mouvement patriote dans les premières décennies du 19e siècle, un grand rêve politique. C'était fondateur, ça, vous le dites bien dans votre livre. Oui. Donc, il y a un héritage. Ce qui a suivi, c'est ce qu'on appelle la survivance, mais qui était en même temps un grand rêve, qu'aujourd'hui, évidemment, on ne partagerait pas. Mais à l'époque, on avait peur de l'américaine, on avait peur des États-Unis, on avait peur de l'expansion du Canada. On croyait que le Canada français était menacé et que la religion était menacée. Alors, on a élaboré un rêve collectif en fonction des problèmes qu'on apercevait. Après ça, il y a eu la Révolution tranquille, qui était la période que vous devinez, une grande période de rêve et encore une fois de réalisation, qui s'est poursuivie dans le mouvement souverainiste et qui s'est terminée de la façon que l'on connaît. Alors, moi, je trouve que depuis 25 ou 30 ans, jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire, je trouve que nous sommes une société qui ne rêve plus. Ça ne veut pas dire que les valeurs sont en crise, mais on a perdu la ferveur. Et ça, c'est extrêmement important, parce que les 3 exemples que je vous donne faisaient naître des espérances, remplissaient des vies, donnaient des idéaux aux jeunes et suscitaient des engagements très, très enthousiastes. On ne voit pas quelque chose de semblable aujourd'hui. Il y a comme une dissolution du collectif dans des carrières individuelles. Oui. En fait, d'abord, vous le rappelez parfois, vous êtes souverainiste, alors c'est certain que vous aviez un rêve souverainiste. Aujourd'hui, les souverainistes qui rêvent encore
de cette souveraineté doivent se rendre compte que cette option-là n'avance pas beaucoup, même si le PQ a une certaine avance dans les sondages. Le goût du Québec effervescent que vous pouvez avoir ne se traduit pas pour l'ensemble de la population. Donc, il y a un renoncement ici? Ah bien, pour l'instant, certainement pas. Sauf que l'idée de la souveraineté du Québec se porte quand même un peu mieux aujourd'hui qu'il y a 15 ans, par exemple, hein, où elle était presque à l'état mort. Parce qu'on était, il faut le dire, 95, 30 ans après le deuxième référendum, oui. puis 15 ans plus tard. Donc, Mais qu'est-ce que ça va devenir maintenant? Personne ne peut le savoir. Évidemment, vous avez parlé des valeurs. Une société, il y a une cohésion sociale autour des valeurs. Et dans votre chapitre sur les valeurs québécoises, vous jetez un petit coup d'œil à côté chez les Américains. Vous aurez plus tard dans le livre un chapitre sur les voisins américains, mais c'est une société, comment vous citerais-je? Donc, c'est une société qui est pas mal en point. Je donne les États-Unis comme un exemple de société où les valeurs sont en déclin. Oui. Et les grands mythes, les grands idéaux qui avaient porté cette société et qui en avaient fait ce qu'on sait aujourd'hui, ces idéaux-là, se sont effrités maintenant. Oui. Alors, l'American Dream... le pluralisme qui portait des noms différents de ce qu'on donne aujourd'hui, l'idée qu'on était en train d'ériger une société qui n'avait aucun précédent, qui était supérieure à tout ce qu'on avait fait avant, qu'on avait la vocation d'en répandre le modèle dans le monde entier. Tout ça, c'est à peu près terminé. Mais qu'il y avait le respect des institutions aussi, puis des valeurs fondatrices de ce pays-là. C'était une des corollaires. Il y avait une cohésion sociale. Donc, ça se transcrivait dans le respect des institutions. Mais si on n'a pas la même ferveur qu'à une certaine époque, pour nous, la Révolution tranquille, que sommes-nous devenus? Bien, moi, vous voyez, là où j'en suis, là, c'est la question que je me pose. Et c'est une question qui est importante et extrêmement difficile. Je ne suis pas sûr que les sciences sociales ont à se la poser souvent. Une fois qu'on a l'impression que la ferveur est tombée, comment on la relance? Qu'est-ce qu'on fait pour remobiliser les jeunes, les esprits? Moi, je ne connais pas beaucoup de réponses à ça. Je peux vous prendre un exemple, parce qu'à la fin des années 60, quand on a défendu la langue française, des centaines de milliers de personnes descendaient dans la rue. Même en 1990, on pouvait retrouver dans la rue 100 000, 200 000 personnes pour défendre le français. Alors, au fil de vos écrits, on voit votre grande inquiétude pour la survie de la langue. C'est la survie de la langue, la façon dont on la parle, puis qu'on la défend. Qui défend aujourd'hui la langue? Je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne crois pas que le Québec vive présentement une crise des valeurs. L'attachement à la langue, quand même, il est toujours là. Il n'y a pas 200 000 personnes dans la rue. Sauf que c'est la ferveur qui est disparue. C'est ça la grande différence. Les gens, il n'y a pas 100 000 Québécois qui vont descendre dans la rue pour défendre le français ou pour défendre le pluralisme et même pour défendre la démocratie. Mais la démocratie se porte quand même pas si mal chez nous. Mais revenons, je vous ramène donc à cette comparaison avec les États-Unis. C'est important de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce qu'en 2017, déjà, vous écriviez un texte sur l'élection de Trump que vous pourriez signer encore aujourd'hui. C'est le même homme qui se présente avec le même programme. Alors, ça soulève, pour vous, je peux peut-être le citer ici. Vous dites, il est maintenant bien établi que l'élection de Trump à la présidence, c'est pas en 2017, c'est à la présidence des États-Unis n'est pas la cause de la crise que vit ce pays, mais le résultat est la confirmation d'une décomposition qui était en cours depuis longtemps. Voilà, je pense la même chose aujourd'hui. Est-ce que c'est aggravé parce que ça a un effet sur nous? En 2020, vous avez écrit ça. Oui, je pense que la décomposition s'est poursuivie, ce qui a permis la réélection de Trump. Mais moi, je pense que l'effet que ça va avoir au Québec, c'est un effet contraire. On va se dresser contre cela. On ne veut pas ressembler à ça. Et moi, ce que j'espère, je me trompe peut-être, mais ce qui peut arriver, c'est qu'on redécouvre ce que nous sommes, qu'on redécouvre nos différences, nos valeurs, ce qui fait qu'on veut vivre comme Québécois et comme société. Mais il y a la montée du conservatisme ici au Canada aussi. Je pense que ce qui se passe au Canada anglais va être assez différent de ce qui se passe au Québec, je crois. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes une société différente. On est une petite nation, on est habitué de se sentir menacé et on est habitué de réagir à ça. Ça, c'est notre histoire, là. Ce que je disais tout à l'heure, évidemment, c'est que ce qui se passe maintenant semble ne pas obéir au même modèle. C'est pour ça que je pense que l'exemple de Trump et la menace qu'il peut faire planer chez nous peut nous réveiller.
Ça peut nous réveiller, ça peut nous reconvertir à ce que nous sommes, à nos valeurs profondes, et peut-être faire renaître une ferveur, redessiner un avenir, qui serait évidemment l'inverse de ce qu'est en train de devenir la société américaine. Oui, mais il y a quand même si le Canada anglais peut être différent de nous, parce que on parle moins de sociétés distinctes. Vous, je pense que c'est un concept qui existe encore pour vous. Ben, c'est évident pour moi qu'on est distinct. Ouais, ouais. On parle français, etc. Ouais. Parce que, dans le fond, quand on regarde les différents sondages actuellement au Canada, on voit bien qu'il y a une montée du conservatisme, même au Québec. Oui, mais n'oubliez pas que le Canada, c'est une société qui se dit post-nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Post-nationale, ça veut dire qu'ils ne sont plus une nation, qu'ils n'ont plus besoin d'une identité nationale, qu'ils établissent leur cohésion par le fait des différents groupes ethniques qui la composent, donc par la magie de la mosaïque. C'est tout le contraire de ce que nous sommes au Québec. Nous avons besoin d'intégration, nous savons que nous sommes une société fragile, nous détestons les divisions, les clivages, les polarisations. Ça, c'est des réflexes qu'on ne trouve pas au Canada anglais. Encore, M. Chrétien disait ici même la semaine dernière que le Québec était, le Canada est encore le plus beau pays au monde. Le plus beau pays au monde. Ben, on ne verrait pas un Québécois qui dirait ça. Hein? Ben, il est québécois, M. Chrétien. Pardon? Il est québécois, M. Chrétien. Oui, mais il parlait comme un Canadien, là, évidemment. Il parlait comme un ancien premier ministre fédéral. Ouais. Parce que est-ce qu'il y a de la nostalgie chez vous? Si on a... De la nostalgie? Moi, non, pas de la nostalgie, pas vraiment. Non, okay, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt de bonne humeur. Là. Ouais. Mais si vous interrogez des sociologues, ben, il va essayer de s'en tenir aux faits qu'on peut observer. Parce que c'est vous, depuis toujours, vous observez l'évolution du Québec, mais vous avez quand même, vous dites un survol incomplet, mais vous êtes très critique de ce que nous sommes. Vous écriviez en 2021, bien d'autres mots sont à déplorer, les inégalités sociales, repartir à la haut, les menaces à notre démocratie, le sort réservé aux personnes âgées, la violence faite aux femmes, la croissance de l'enseignement privé. Je pourrais continuer comme ça, parce qu'il y a plusieurs, l'itinérance, la violence gratuite des nouveaux gangs de rue qui auront bientôt raison de l'image d'un Québécois bon enfant, etc. C'est un bilan très négatif de ce que nous vivons. C'est pas négatif, c'est observer des choses qui existaient. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le dire? Il me semble que c'est plutôt... C'est un appel à l'action. Il faut régler ces problèmes-là. C'est les gouvernements qui peuvent les régler? Ben, écoutez, aujourd'hui, là, ces problèmes-là, là, vous pouvez les repasser un par un, puis il y en a quelques-uns qui sont empirés, en fait. Les problèmes de santé, par exemple. Oui. Il y a près d'1 million de personnes qui attendent les services d'un médecin spécialiste. Ouais. L'itinérance, le logement social, c'est un scandale, ça. Mais pourquoi on ne peut pas régler les problèmes, d'après vous? Ah ben là, vous demanderez ça à M. Chrétien, vous l'inviterez la prochaine fois. Ou M. Legault. Excusez-moi, oui, M. Legault ne serait pas mauvais non plus. Très bien. Alors, je rappelle que vous publiez plus de 40 ouvrages que vous avez publiés, là, vous. Hein? Ouais, alors, peut-être. Ouais. Vision du Québec, préfacé par Brian Mize, directeur du Devoir, chez Somme Toute, Le Devoir. Merci beaucoup, Gérard Bouchard. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci. Au revoir.